Comme chaque mercredi, notre séquence à la une d'Acadème, et on commence avec vous, Ruben Onidman, bonjour. Bonjour Elsa. Et vous allez nous parler d'un nouveau format Acadème, une nouvelle newsletter. Exactement, cette semaine, Acadème revient à ses propres origines. Pourquoi? Parce que Acadème s'appelle Acadème, parce que notre plateforme a été conçue comme une académie en ligne, initialement, comme un campus numérique juif qui a longtemps été la carte de visite d'Acadème. Or, les universités, depuis le 7 octobre, ne sont pas exactement ce qu'on appelle un safe place pour les juifs et pour les savoirs juifs. Nous avons donc à cœur de rester attachés à cette vocation initiale d'Acadème, à savoir d'être la caisse de résonance des savoirs universitaires à thème juif. Par conséquent, nous avons concocté pour nos abonnés une newsletter mensuelle spéciale consacrée exclusivement à nos productions de nature universitaire. Concrètement, ce mois-ci, on vous propose donc, entre autres, un colloque organisé par l'Institut européen des musiques juives consacré à l'histoire de la musique et de la liturgie ashkénaze. Les ashkénazes chantent aussi. Un séminaire de Benny Lévy consacré à Rosenzweig, Schelling et Lévinas, extrait de notre fonds d'archives sonores Benny Lévy. Et une série de 3 cours de notre ami et partenaire, le sociologue Shmuel Trigano, qui aborde la manière dont on désigne les juifs. Quand on dit hébreu, israélite ou juif, qu'est-ce que ça désigne ? D'où est-ce que ça vient? Quelle réalité ça recouvre et quels imaginaires cela mobilise? Mais ce qu'on a aussi et surtout mis à l'honneur dans cette newsletter, c'est une nouvelle série de cours 100% made in Acadème et que nous avons intitulée Eretz Israël, la terre dans les textes. Elle est dispensée par un monsieur qu'on n'avait jamais vu encore sur Acadème, qui s'appelle Dan Bokobza, qui enseigne la Torah depuis 25 ans en école juive à Strasbourg et qui, après le 7 octobre, a fait un constat terrible dans les écoles juives, mais aussi dans les institutions et les communautés juives, de manière générale. On est tous sionistes, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on soutient évidemment l'existence de l'État d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre est célébré, mais on est bien en peine d'en expliquer le pourquoi du comment, au-delà du simple fait que depuis 2000 ans, les Juifs espéraient revenir sur leur terre. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette terre? Et si c'est tellement important d'y vivre, pourquoi il a fallu attendre 19 siècles pour que s'enclenche un retour sur cette terre? Pourquoi certains y sont retournés et les autres non, pendant tout le temps de l'exil? Et une fois qu'on y est, qu'est-ce que ça change, en fait, du point de vue de la vie religieuse, d'habiter en terre d'Israël ou pas? Parce que la Aliyah, ça n'est pas une invention de l'agence juive ou du KKL. La Aliyah, c'est un principe religieux qui a évidemment ses bases et ses fondements dans la Torah, et dont on va discuter, qu'on va examiner dans le Talmud et dans toute la littérature rabbinique chez les commentateurs et les décisionnaires ultérieurs. Car bien sûr, comme avec de nombreuses mitzvot, avec de nombreux commandements, leur champ d'application est fluctuant selon les contextes. Faire sa Aliyah, ça peut comporter par exemple des dangers ou à minima des difficultés économiques. Et je ne parle pas juste d'aujourd'hui, ce sont des questions qui se sont posées aux Juifs depuis 2000 ans. Dan Bokobza examine par exemple les opinions des Tosafistes à l'époque des croisades, c'est juste après la génération de Rachi. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une mitzvah de faire son aliyah. Il y a des mouvements de aliyah de masse, on est au XIIe siècle, mais il y a aussi les Tosfot, des maîtres de cette école qui disent « Ok, mais enfin, c'est très compliqué, en fait, il faut y aller en bateau, il y a des pirates, on risque sa vie. Est-ce que, malgré tout, il faut quand même faire son aliyah ?» Et donc, en pur produit du monde des yeshivot, Dan Bokobza propose un voyage dans les textes rabbiniques avec, pour fil rouge, cette question de la aliyah. C'est quelque chose qu'il a déjà fait de façon plus exhaustive dans le réel, à l'invitation de Patrick Petiot-Hayon, dans le cadre de la formation des enseignants de Kodesh dispensés par campus, le pôle éducation du FSJU. Et là, sur Acadème, il va nous accompagner durant 6 séances d'1 heure, à raison d'un cours par mois, dans un format plus adapté au grand public. Sur Acadème, je vous propose d'en écouter un extrait. Il y a une mitzvah de s'installer en Eretz Israël. Comment cette mitzvah s'exprime? Dans quel cadre? Quels sont les contours de la mitzvah, la raison de la mitzvah? Quel est l'objectif de s'installer en Eretz Israël? Alors ça, c'est ça la Souga, on va dire. Dans la Souga, quand vous disiez un cheminement, il peut se faire dans un endroit du Talmud, mais en général, on va retrouver le sujet dans différents endroits. Ça peut être de différents endroits du Talmud Bavli, du Yerushalmi, différents commentateurs dans un endroit et dans un autre. Donc on a un chemin qu'il faut essayer de retrouver entre les différents traités du Talmud et leurs commentateurs.
Et on poursuit avec vous, Stéphane Bou, bonjour. Bonjour. Alors, Ruben a évoqué le temps long de l'histoire et la dimension académique d'Acadème. Moi, je vais vous présenter pardon, un entretien avec Joël Kotek qui revient sur une actualité qui a eu lieu il y a 15 jours en Belgique dans un tribunal correctionnel. Alors pour ça, je vais faire un tout petit retour et je vais vous lire des propos qui sont parus donc dans l'hebdomadaire Humo en Belgique. Alors Humo, c'est à peu près, on m'a expliqué que c'était à peu près l'équivalent de Télérama, c'est pas du tout une petite publication. Il y a un chroniqueur, écrivain qui est populaire en Belgique et qui a écrit ces mots. Et c'était en août 2024. Je vois l'image d'un petit garçon palestinien qui pleure et crie, en état de choc, appelant sa mère qui gît sous les décombres, et j'imagine que ces garçons est mon propre fils Roman, et la mère mon amie Léna, et cela me rend si furieux que j'ai envie d'enfoncer un couteau tranchant dans la gorge de chaque juif que je croise. Donc, ce Herman Brusselmans a écrit dans un journal mainstream belge cette phrase qu'il est si furieux en voyant les images de Gaza que cela lui donne envie d'enfoncer un couteau tranchant dans la gorge de chaque juif qu'il croise. Je répète la phrase parce qu'elle est évidemment stupéfiante et elle a valu à Herman Brusselmans de se retrouver au tribunal. Et il y a une dizaine de jours, eh bien, il se trouve que l'écrivain flamand a été acquitté par le tribunal correctionnel de Gand, qui soutient que ces accusations de violation des lois contre le racisme, qu'il n'y a pas d'accusation de violation des lois contre le racisme par cette phrase. Donc évidemment, c'est absolument sidérant de constater une chose pareille. Et on a voulu comprendre un petit peu davantage en invitant Joël Kotek, qui est un historien de la Shoah, un historien de l'antisémitisme, qui a fondé l'Institut Jonatas après le 7 octobre pour mesurer et combattre l'antisémitisme en Belgique. Et Joël Kotek rend compte de la situation belge pour nous aider à comprendre comment, dans son pays, des propos comme ceux que je vous ai lus étaient susceptibles de relever de la liberté d'expression, et on considérait qu'ils n'incitaient pas à la haine ou à la violence contre la communauté juive. On peut entendre quelques mots de Joël Kotek. Le problème, c'est que la Belgique est aujourd'hui un des pays où la situation des Juifs est on peut dire presque la plus pénible. C'est-à-dire que les grandes discussions que nous avons tous au sein de la communauté, c'est de savoir si on va rester ou pas, ou si nos enfants vont rester. Nous allons certainement rester, etc. Mais si ça vaut la peine de continuer à vivre dans ce pays qui nous a accueillis, qui nous a bien accueillis. La Belgique est généreuse, elle l'a été, c'est sûr, même si durant la Shoah, on le se rappelle, et c'est ça un des nœuds du problème, quand même un Juif sur deux, bien plus qu'en France, a été l'objet de persécution et d'assassinat. Et à Anvers, 67%. Et là, c'est la clé. 67% des Juifs anversois ont été déportés. Comment l'expliquer que seulement 35% de Juifs bruxellois, il y a eu la collaboration flamande. Et donc il y a un rapport difficile de la Flandre avec la Shoah. Et c'est ce qu'on appelle l'antisémitisme secondaire. Et c'est l'antisémitisme non pas malgré, mais à cause de la Shoah. Ouais. C'est la culpabilité. Et ça marche en Flandre, bien évidemment. Et c'est ce qui explique qu'il est pratiquement impossible, par exemple, d'écrire une chronique dans un journal flamand, par exemple, sur l'antisémitisme. C'est-à-dire que j'ai adressé une dizaine de tribunes qui ont toutes été refusées, alors que dans le principal journal flamand, l'équivalent du Monde, il y avait un chroniqueur qui était proche du Hezbollah, qui semaine après semaine distillait sa haine. Et ça, c'est la réalité. Alors, on entend par ces mots comment Joël Kotek nous donne déjà un aperçu de la situation en Belgique. Tout l'entretien vise à essayer de comprendre une situation qui est en vérité sans commune mesure avec celle qui se passe en France. Parce que évidemment, la situation en France est très difficile, mais en Belgique, il faut vraiment entendre les mots que je vous ai prononcés tout à l'heure, un appel au meurtre explicite et comment dire, n'est pas condamné comme incitant à la haine ou à la violence contre la communauté juive. Donc tout l'entretien essaye à la fois revient dans l'histoire. Là, il évoquait ce qu'on appelle l'antisémitisme secondaire, à savoir cet antisémitisme qui est généré par la culpabilité liée à la Shoah. Puis il donne d'autres clés pour essayer de comprendre une situation qui est absolument catastrophique en Belgique. Et il faut bien voir, il explique notamment que par exemple la position de LFI en France, qui est d'être d'une complaisance
invraisemblable vis-à-vis de certains propos et qui en prononce lui-même des propos insupportables. Comment dire, en fait, elle concerne quasiment l'intégralité du spectre politique belge. 80% du spectre politique belge c'est ce que Joël Kotek appelle une sorte d'antisémitisme tertiaire, dit-il, c'est-à-dire un antisémitisme électoraliste qui vise à flatter les opinions d'une partie de la population qu'elle veut voir comme étant ses électeurs. Donc voilà, c'est vraiment une manière pour nous de réagir à cette actualité qui nous a bouleversés, et sur laquelle on voulait avoir une perspective un peu plus approfondie.